Bonsoir et bienvenue à tous ici à la Foire Expo de Saint-Dizier. Nous sommes le vendredi 23 mai, il est l'heure de l'info. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, était en visite dans le sud meusien hier après-midi. Elle s'est arrêtée à l'EPL Agro de Bar-le-Duc et à la ferme du Val d'Ornain à Longeville en Barrois. Coup d'envoi de la Foire Expo ici à Saint-Dizier, vous le voyez autour de moi, inauguré sous le soleil ce vendredi, un événement que vous vivez bien sûr sur Puissance Télévision. Les exposants attendent des milliers de visiteurs jusqu'à lundi. À quelques jours de la fête des mères, nous vous proposons de découvrir l'envers du décor d'une boutique de chocolat avant le rush des derniers clients. En fin de journal, nous recevrons Constance Fournier, historienne de l'art, et Clément Michon, conservateur du musée de Saint-Dizier. Ils nous parleront de la momie exposée au musée Bragard. Je vous le disais hier, la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Annie Genevard, était en visite en Meuse hier après-midi. Une visite de quelques heures qui lui a permis de découvrir l'EPL Agro de Bar-le-Duc et la ferme du Val d'Ornain à Longeville en Barrois. Elle a pu s'entretenir avec élèves, syndicats, élus et la Chambre d'agriculture à quelques jours de la présentation du projet de loi sur la contrainte agricole. C'est un reportage de Léo Martin, Ilan Burel et Julien Debrune. Bienvenue dans ce bel établissement. Il est 15h15 ce jeudi 22 mai lorsque la ministre de l'Agriculture Annie Genevard arrive à l'EPL Agro de la Meuse à Bar-le-Duc. En visite durant toute l'après-midi dans le département, elle a débuté par la découverte de la halle alimentaire de l'établissement, récemment rénovée et dédiée à la transformation de produits animaux. Elle est ensuite allée à la rencontre des élèves dans l'établissement. J'ai toujours baigné dans ce métier depuis que je suis né, donc c'est vraiment une passion pour moi. Et après le BTS, je compte m'installer, puisqu'aujourd'hui il y a un problème de main-d'œuvre sur la voie. Une visite importante pour la ministre alors que le métier d'agriculteur est menacé de disparition dans les prochaines années. Où j'ai vu des jeunes absolument passionnés par leur formation, des enseignants qui le sont tout autant, et une réflexion très intelligente sur la transformation des produits agricoles, avec un petit magasin pour vendre les réalisations des élèves, des étudiants. Et j'ai pu constater avec plaisir que, il y a des jeunes motivés, passionnés par les métiers agricoles, que ce soit l'élevage, que ce soit les grandes cultures, que ce soit les métiers connexes autour de l'agriculture. Direction ensuite Longeville en Barrois et la ferme du Val d'Ornain, une exploitation familiale diversifiée où y est pratiqué élevage, fabrication de glace et produits de fruits et légumes. Pour la ministre, cette visite était aussi l'occasion de présenter le projet de loi sur la contrainte agricole. Donc ce texte, le gouvernement en a souhaité l'aboutissement au Sénat, il en souhaite l'aboutissement à l'Assemblée nationale. Son examen commence dans l'hémicycle lundi et je serai au banc pour le défendre parce que c'est un texte important qui a pour ambition de lever les entraves qui pèsent sur le métier d'agriculteur. Donc il y a beaucoup de choses dans ce texte de loi qui ont été pensées dans le sens de vraiment faciliter la vie des éleveurs sur des sujets principaux. Il y en a moins d'une dizaine. C'est un texte très équilibré et je crois que pour tous les députés qui se pencheront sur la réalité de ce texte, j'ai l'espoir qu'ils puissent l'adopter parce que véritablement il est attendu par la profession et il répond à un certain nombre de problèmes. La ministre de l'Agriculture a terminé sa visite par une rencontre avec les syndicats et la Chambre d'agriculture. Des actions de mobilisation sont d'ailleurs prévues lundi en réponse aux modifications apportées par les députés à l'Assemblée nationale. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne ce midi et vous le voyez autour de moi, la Foire Expo de Saint-Dizier est de retour. Véritable fête du commerce local, cette foire a été organisée par l'Union des commerçants Bragard en partenariat avec la ville de Saint-Dizier. Elle a été inaugurée ce matin au Parc du Jard. Gaël Bossu et Léo Martin étaient sur place. Le récit avec Janice Gallard. Elle était attendue depuis longtemps, 6 ans précisément. La Foire Expo est bien de retour à Saint-Dizier et a été inaugurée ce vendredi sous un beau soleil au Parc du Jard. Le début de 4 jours de foire, mais surtout la conclusion de longs mois de travail pour les commerçants Bragard, à l'origine du retour de cette foire. On a eu pas mal de stress encore hier et avant-hier, dans les petites organisations, les petits manquements qui manquaient, problème d'électricité, problème d'eau, j'ai pas ma place. Ça y est, tout ça s'est réglé. C'est lancé. Là, c'est vrai qu'on est très content. Le beau temps est avec nous en plus. Donc pour nous, c'est vraiment un super moment.
Et puis les gens sont présents, la fête va être là et on est très content du beau lancement. Dès 10h, les allées se sont remplies petit à petit de visiteurs, intrigués, curieux et contents de retrouver cette foire commerciale dans la cité bragarde. Le but, c'est de découvrir les artisans. Il y a de l'ambiance, il y aura de l'ambiance, il y a beaucoup de restaurants. C'est très agréable et puis il fait très beau. On regarde un peu tout ce qu'il y a. C'est vrai que c'est très varié, donc on a regardé les voitures, on regarde les portails, on regarde les piscines. On va peut-être flancher, oui tout à fait, c'est fait pour. La dernière fois c'était très bien et j'ai regretté que ça se soit arrêté. Et voilà, donc c'est bien, c'est ce qu'il faut faire tous les ans. Dans un contexte économique compliqué pour les entreprises, l'organisation de cette foire 2025 prend d'autant plus de sens. Et on a besoin, en 2025, vous voyez, à l'heure où toutes les crises sont encore un peu là, de continuer à garder confiance. Ça, c'est vraiment notre truc. Nous, on veut faire en sorte que même quand c'est dur, on se mette en avant. Et donc, il faut que les commerces, là, ils se mettent en avant parce qu'ils ont des talents, des capacités, et ils font des produits extraordinaires. Moi, j'ai vu des choses splendides. Donc, il faut venir, il faut voir ça, et il faut faire travailler nos artisans, nos commerçants. La foire est en place au Jard pendant 4 jours, de quoi attirer de nouveau des milliers de visiteurs. Il est méconnaissable, notre trésorier, responsable de la sécurité. À l'approche de la fête des mères, les boutiques de chocolat préparent leur magasin avant le rush des derniers clients. Direction une ancienne barisienne où l'heure est aux couleurs rose, violet ou mauve. L'objectif est d'attirer des clients, mais surtout de mettre en avant leur production. Un choix important pour permettre de garder leur clientèle. Les détails avec Léo Martin. Une vitrine colorée composée de dizaines de chocolats. À l'approche de la fête des mères, cette enseigne barisienne mise sur l'authenticité, mais surtout sur les coloris. Des mugs, des coffrets en forme de cœur, en tout, une dizaine de boîtes différentes attendent de trouver preneur. La mise en avant des produits est aussi une nécessité. On aime bien s'approprier les objets, donc on prend assez facilement des articles qui sont relativement neutres pour se les réapproprier et faire des décorations dessus. Comme ça permet aux clients de ne pas trouver la même chose partout. Notre animation sur le lieu de vente commence par la décoration de la vitrine, une mise en avant des articles concernant la fête des mères. On prépare des vaisselles, des écrins, des choses sympas. Ici, les produits sont uniquement français pour répondre au mieux aux demandes des clients. Les chocolats comme les coffrets ont toutes des couleurs différentes. On va chercher de l'originalité, des choses qu'on n'a jamais faites, des choses qu'on n'a pas forcément vues non plus. Ni sur Bar, ni sur les environs. Et aussi un choix assumé sur le rose, le mauve, les couleurs tendres, les couleurs pastel, puisque ce sont les couleurs qu'on utilise pour les mamans. C'est celles qu'on a envie d'offrir à sa maman. Que la fête des mères, c'est un moment où il y a du cadeau. Donc qui dit cadeau dit chocolat. La boutique située boulevard de La Rochelle est ouverte tous les jours de 9h à 19h. Et ce dimanche de 9h à 12h30 afin de recevoir les clients de dernière minute. Nous vous proposons ce soir d'en apprendre plus sur la momie exposée au musée de Saint-Dizier avec Constance Fournier, historienne de l'art, et Clément Michon, le conservateur du musée de Saint-Dizier. Regardez. Parmi les collections du musée de Saint-Dizier, une momie ne manque pas de fasciner et d'intriguer les visiteurs. Pour nous en parler ce soir, nous recevons Constance Fournier, historienne de l'art, et Clément Michon, conservateur du musée de Saint-Dizier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette momie. Alors, cette momie, elle a été découverte dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, en 1892, par le baron Albert de Dietrich, qui l'a ramenée en France et qui en a fait don au musée de Saint-Dizier. Et comment elle s'est retrouvée là, cette momie, à Saint-Dizier ? Alors en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est arrivée à Saint-Dizier. Ça reste encore une énigme. Le projet du baron Albert de Dietrich, c'était, après des tombes qu'il a découvertes, de les partager entre Strasbourg, Nancy et Paris. De manière, il était alsacien, c'est une manière de montrer son attachement pour une Alsace qui soit restée française, puisque à cette époque, l'Alsace a été annexée par l'Empire allemand. Et cette momie était prévue pour aller à Nancy. Et pour des raisons qu'on ne sait pas, en fait, la ville de Nancy n'a pas donné suite à cette demande. Et elle a fini par se retrouver à Saint-Dizier, sans doute au fil de péripéties, mais dont on n'a pas gardé trace dans les archives. Donc, on ne sait, à l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi cette momie est dans le musée de Saint-Dizier.
Non, on ne sait pas. Alors après, peut-être vous êtes Saint-Dizier, situé non loin de Nancy, et puis donc le musée existait déjà à cette époque, donc ça peut être vu comme une solution de secours. Et donc comment on peut retracer l'histoire de cette momie ? Alors pour ça, il faut se pencher sur les archives. Donc le baron Albert de Dietrich nous a laissé une lettre, puisqu'il était présent le jour de la découverte, où il décrit un petit peu tout ce qui s'est passé. Et on se penche aussi sur l'étude du corps en lui-même et des objets funéraires qui l'accompagnaient dans la tombe. Et donc parmi ces objets, c'est vrai qu'on a souvent l'image d'une momie à l'époque des pharaons, comme dans Astérix et Obélix par exemple. Qu'en est-il dans la vraie vie ? À quoi ressemble une momie ? Alors là, il y a autant de réponses que de momies, hein, mais celle-ci en tout cas, elle est en position fétale, donc pas du tout comme les momies égyptiennes. Elle est complètement repliée sur elle-même. Elle était à l'origine entourée de tissus et ensuite accompagnée d'objets du quotidien qui les accompagnaient. Et donc les momies sont toujours embaumées, pardon. C'est toujours une cérémonie un petit peu les momies. C'est pas n'importe qui était momifié. Alors oui et non. Dans ce cas-là, la momification elle est naturelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une intention de préserver le corps à l'origine, mais là c'est dû aux conditions climatiques et environnementales. Le désert d'Atacama il est vraiment très aride. Et une grande partie de la population, en tout cas on a retrouvé énormément de momies dans ce désert. Donc le statut social il est plus marqué par les objets qui accompagnent le défunt que par la momification. Et est-ce que c'est exceptionnel d'avoir une momie dans un musée comme une ville à Saint-Dizier ? Alors, exceptionnel, je dirais pas forcément, enfin en tout cas elle est toujours intrigante, mais on a au 19e siècle beaucoup d'archéologues ou de personnes qui travaillaient dans le territoire où on trouvait des momies, comme le baron de Dietrich, qui ont pu ramener des momies et on peut en trouver dans différents musées. Je l'ai dit, on peut en avoir à Strasbourg, à Lyon, enfin en tout cas à Paris. C'est-à-dire les grandes villes en ont, mais aussi des plus petites villes qui ont aussi eu des collections et des musées qui ont déjà existé au 19e siècle. Et c'est vrai qu'on a souvent, comme je disais tout à l'heure, l'imaginaire de la momie en Égypte. Est-ce qu'il y a des différences entre, par exemple, en Égypte ou là, au Chili ? La volonté de préserver le corps, à l'origine, je dirais qu'elle est assez proche. Après, ce sont deux cultures qui sont quand même différentes. Donc on va avoir des différences dans les pratiques et dans les détails, finalement, moins dans l'idée. Et pour dater cette momie, à quelle période elle appartient ? Alors cette momie, on a pu la dater grâce aux analyses et grâce aux objets qui l'accompagnaient, dont une céramique qui, sa production, elle est attestée de 1200 à peu près à 1450 environ. Donc cette momie, elle date de l'intermédiaire récent, qui va de 1000 à 1450. Et pour voir un peu plus en profondeur, connaître un peu plus cette momie, je crois qu'elle a passé un scanner. Est-ce que ce scanner, ça permet de découvrir plusieurs détails ? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle a mangé une pomme par exemple ? Comment on arrive à savoir tout ça avec le scanner ? Alors, on ne voit pas ce qu'elle a pu manger, mais on a pu voir qu'il restait des organes qui n'ont pas été retirés. Donc c'est là qu'on était sûr à 100% que c'était une momification naturelle. Et ça nous permet aussi d'en apprendre plus sur sa vie. Parce que là, on a retrouvé, par exemple, 2 pointes de flèche, donc une dans la mâchoire inférieure et une au niveau de l'os pubien. Ces blessures ont guéri, donc il n'en est pas décédé. Il a vécu avec ça après. Il a vécu avec 2 pointes de flèche dans le corps ? Il les a toujours. Et est-ce que ça permet d'identifier peut-être la personne, ou en tout cas le localiser un peu plus précisément ? Est-ce que c'est des éléments qui peuvent aider justement pour la partie historique ? Ça serait aller un petit peu loin. On peut penser qu'il a soit participé à des combats, soit a été victime d'une attaque, mais ça reste des suppositions. Alors hier, vous avez organisé une conférence, c'est les fameuses conférences du jeudi, à propos de cette momie justement. Si vous avez souvent des questions à propos de la momie au musée de Saint-Dizier ? Oui, on en a très régulièrement. C'est un élément du musée en fait qui fascine et qui attire toujours, et on a régulièrement des questions des visiteurs qui sont celles que vous avez pu trouver, comment elle a été momifiée, enfin qui est celle que vous avez pu nous dire, donc comment a-t-elle été momifiée, comment est-elle arrivée à Saint-Dizier. Ça reste, les momies de manière générale fascinent toujours le grand public. Très bien, et merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau.
Merci à Merci vous. beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Et demain à 13h, vous retrouvez votre mag de la Forexpo ici au Parc du Jard à Saint-Dizier. Et vous l'entendez peut-être derrière moi, un concert a débuté ici. Quant à moi, je vous dis au revoir. C'est mon dernier JT sur Puissance Télévision. Je vous souhaite une excellente soirée.